J'invite à présent à nous rejoindre M. Jean-Paul Chapelle, ancien président national de la Fédération des Compagnons du Tour de France. M. Chapelle est compagnon charpentier des Devoirs. Des Devoirs, bien sûr. Son nom de compagnon, Limousin va de bon cœur, est déjà tout un programme. Grand défenseur du compagnonnage, son vécu, l'exercice de son métier en est la meilleure preuve. M. Chapelle est l'un de ces conteurs qu'on ne se lasse pas d'écouter. Comme il le dit lui-même, le compagnonnage m'a tout apporté, la chance de découvrir de nombreux pays, de travailler sur des bâtiments prestigieux et de rencontrer d'autres cultures. Sa conférence de ce soir s'intitule « Tradition et modernité du compagnonnage, l'intérêt pour les générations futures de la transmission des savoirs et des identités par le métier ». La parole est à vous, M. Chapelle. Monsieur Concis, c'est combien de minutes? Ah, c'est pas plus que 15. Il faut aller vite. Alors là, c'est ici, là, monsieur. Bon, je vais commencer comme ça. À tous, à toutes, bonjour et merci. Vous savez que dans la vie, on a tous besoin du regard des autres, quel que soit notre âge, quand on est enfant, quand on est à mon âge. Eh bien, ce que vous avez fait avec cette association, avec ce salon, c'est un coup de projecteur sur le métier de charpentier. Et on peut dire que quand même, il est rarement, souvent, invité à une telle fête. Parce qu'on parle peu des métiers manuels. C'est sans doute dommage. Et là, vous avez donné une occasion de parler en bien du métier. Alors, merci à vous, Monsieur Jacob. Et je vous le redis, vous nous avez surpris. Et donc, je vais attaquer le chantier, puisqu'il faut avoir fini à l'heure. Voilà. Le compagnonnage, on en a beaucoup parlé, c'est multigénérationnel. On a une tradition orale qui a fait qu'on a laissé peu de messages derrière nous, mais les historiens nous ont dit tout ça. On parle de la construction des cathédrales, on dit « Ah, les compagnons sont les constructeurs de cathédrales ». C'est un petit peu exagéré. Moi, je préférerais qu'on dise « L'épopée des cathédrales a construit le compagnonnage ». Ça me paraît beaucoup, beaucoup plus juste. On a appris beaucoup sur ces chantiers-là. Alors, de nos jours, le compagnonnage est laïque, laissant à chacun le choix de ses croyances. Le but est inchangé depuis des siècles. Donner à chacun, quelles que soient ses origines, la possibilité d'extraire le meilleur de lui-même. Notre-Dame avant l'incendie, hein, vous connaissiez, et puis voilà le chef-d'œuvre de ce que pourrait être la future charpente. On va sortir de cette idée à l'identique, on va en reparler. Hein. Alors, ce chef-d'œuvre, il est remarquable. Il est remarquable parce qu'il y a un travail énorme là-dessus, mais il ne doit pas faire oublier tous les autres chefs-d'œuvre qui sont faits tous les ans sur le Tour de France. Et ici, ça serait injuste pour tous ceux. Là, vous avez avenue Jean Jaurès, un très bon restaurant. Et donc, vous avez la Saint-Joseph. Vous avez la Saint-Joseph. Alors, vous voyez ces chefs-d'œuvre individuels, tous ces chefs-d'œuvre qui ont été taillés. Chacun a mis le meilleur de lui-même. Parce que il va finaliser son parcours avec ce chef-d'œuvre. Il espère devenir compagnon. C'est un engagement quotidien, le chef-d'œuvre, parce qu'on y passe, n'est-ce pas, les jeunes, hein, on y pense toute l'année. Des fois, l'année d'avant, on pense au chef-d'œuvre. Il faut savoir ce que l'on va faire. Il va falloir frapper l'imaginaire des anciens. Ce n'est pas toujours commode. Alors, dans notre société où les repères viennent à manquer, on ne peut pas rester insensible vis-à-vis d'une telle œuvre, réalisée par des jeunes, parce que les vieux qui bricolent, ça se connaît, mais des jeunes qui font ça, c'est plus rare. Alors, mais qu'est-ce qui peut pousser une jeunesse à vouloir faire un chef-d'œuvre comme ça? C'est un engagement fort. On peut la comparer à la thèse du doctorant. N'en soyez pas choqués, mesdames, messieurs les universitaires qui sont ici, mais il y a un tel engagement que ça correspond. Alors, elle arrive au terme d'un voyage quasi initiatique qui est le Tour de France, et pendant lequel on accumule les savoir-faire, les savoir-être. Le secret de cet élan, il faut le chercher dans une pratique séculaire du compagnonnage. Et à qui les temps modernes ont donné un nom, parce qu'on le faisait, mais on ne savait pas comment ça s'appelait avant. Le mentorat. Cet acte qui conjugue soutien, conseil, aide, échange, compréhension, respect. Il y a tout ça. Donner la confiance. Parce que donner la confiance à un jeune, lui permettre d'entreapercevoir un avenir, c'est quelque chose d'extraordinaire de nos jours, de plus en plus. Alors, dans ce challenge-là, le chef-d'œuvre, c'est très souvent
l'assemblage de difficultés du métier. Alors là, vous voyez différentes petites pièces qui rassemblent un peu tout ce qu'il a appris sur le Tour de France. Il a pensé que ça allait séduire autour de lui, puis ça lui fait plaisir, il sait faire tout ça. Là, ici, le thème était imposé. Le thème était imposé, il fallait réaliser une charpente qui puisse aller sur Notre-Dame, à l'échelle, évidemment. Alors, vous voyez, j'en ai profité pour vous faire découvrir un petit peu toutes ces choses qui sont avant d'avoir la pièce finie, parce que beaucoup, vous ne vous imaginez pas ça. Voilà les phases par lesquelles ils sont passés. On assemble d'abord une petite ferme, là. Ça va marcher, on sent que ça vient, quoi. Ça va ressembler à quelque chose, et puis on est parti. Alors voilà comment la passion se communique. Voilà comment les envies naissent, vous comprenez. On arrive à un moment où 3500 heures de travail, oui, pas exagérer quand même, 3500 heures de travail, c'est pas rien, mais il arrive un moment où le besoin de travailler est remplacé par l'envie. Et là, les choses sont tout à fait différentes. Alors, ce que vous découvrez là, ce que vous allez découvrir là, c'est ce que pourrait être la future charpente. Mais on ne fait pas de l'identique. Alors là, nul doute, on renoue avec le principe des grands chefs-d'œuvre du passé qui ont fait la richesse du compagnonnage. Là, vous avez une pièce de Bordeaux sur la droite, et ici à Paris, où il y a le bon restaurant, un chef-d'œuvre qui est visible à Paris, plus de 5 mètres de haut, ce sont des pièces remarquables. Ici, il fallait réussir une maquette qui ne soit pas contestable sur le plan technique. Alors, ce qu'on a là, eh bien, ça peut être la future charpente. Alors, comme il faut aller un peu vite, je reviens quand même sur cette plaque-là. Ma photo est aussi bonne que la tienne. Voilà, il faut bien la regarder. Moi, je ne parlerai pas de Bellu. Je veux juste parler d'un fait particulier. On a parlé du devoir de Salomon, des Indiens, du devoir de liberté qui ont fait cette flèche, tout ça. On le voit ici, c'est marqué dessus, ça nous rassure. Sauf que, ce qui est étonnant quand même, c'est qu'il y a eu une scission dans le compagnonnage. Hein. Alors, on parle de devoir de liberté au début du 19e siècle, mais bien avant, à cause des religions catholiques et protestantes, il y a eu beaucoup de guerres à cause de tout ça. Et les compagnons s'étaient séparés. Il y en a qui avaient aussi un peu marre du carcan posé par l'Église, parce qu'on était croyants, on était les saints devoirs de Dieu, tout ça, c'était compliqué à vivre, donc ils avaient décidé de se séparer. On arrivait vers la fin de la construction des cathédrales, on n'avait plus besoin de tous ces hommes non plus. Donc il y avait des problèmes qui se posaient. Ils se sont séparés. Les uns sont devenus donc le devoir de liberté, des libres penseurs. Eh bien, les libres penseurs, ils ont fait les trois plus belles flèches des monuments religieux du pays, puisqu'ils ont fait la Sainte-Chapelle, Orléans, et puis Notre-Dame. Et ça, bon, ça fait partie des curiosités de la vie. Alors, pendant que, on a beaucoup écrit hein, sur Notre-Dame, il y en a eu des choses de fait, mais pendant que certains écrivaient à Charite de Bas, le basque la ténacité, il collationnait les documents historiques. Il n'y en avait pas beaucoup. Il cherchait du bois, ça représentait une somme hein, pour faire ce chef-d'œuvre. Il haranguait les troupes parce qu'il fallait du monde hein, pour réaliser ça. Et le temps était compté. Mais heureusement, au service de nos métiers, les technologies modernes allaient apporter un petit coup de main. Et puis là, on allait voir, donc, en 3D, on allait pouvoir, avant de faire la maquette, dans le fond, si on s'était contenté de photos, c'était déjà fini, eh bien, on voyait déjà ce que ça allait donner. Et puis, même phénomène pour les statues, on a tiré ça sur une machine à commande numérique, mais il a fallu que la main de l'homme vienne parfaire un petit peu le travail. Ça rassure un peu. Alors, puisqu'on arrive au bout du sujet, elle n'a toujours pas la prétention d'être une copie, cette charpente. Vraiment pas. Parce que regardez un petit peu les anciennes charpentes, regardez ce que la maquette représente. Bon,
On a d'autres moyens, on a d'autres techniques. Et pourquoi elle ne sera, il n'est pas possible qu'elle soit pareille? Parce qu'on n'est plus dans le même mode de travail. Ici, regardez, François, un dessin de Maurice Pommier, là, regarde. Et on taille tout à la main, hein, vous voyez, alors on a parlé de la doloire, tout ça. À côté, vous avez une machine à commande numérique. Tout a été décidé. La pièce arrive, pas, on touche même plus, on peut même plus se couper les doigts. Regardez, c'est quand même intéressant. Et donc on est dans un autre monde, on parle d'autre chose. Ici, le levage, regardez. Cette partie de charpente, elle est levée toute couverte, tout on va poser et on rentre le soir chez soi, c'est fini le chantier. Alors regardez à côté, le levage en bas, la vue à droite, petit levage avec ce qu'on appelait une chèvre. Alors les sangles ne sont pas d'époque du Moyen-Âge, hein, vous l'avez remarqué, elles sont vertes, donc ça n'existait pas. Et j'ai mis au-dessus la tour Eiffel parce que vous pouvez voir sur la tour Eiffel, les arrêtiers sont posés et ils sont entièrement étayés avec du bois. Vous imaginez de poser les 4 arrêtiers et d'emmancher les traverses. Un jour, il y en a un, il m'a dit les trous étaient percés en usine, ce qui était vrai. Il fallait encore les mettre en face. C'était quelque chose d'extraordinaire d'arriver à assembler la tour Eiffel. Eh bien, ce sont des compagnons charpentiers aussi qui ont monté la tour Eiffel. Sans doute que peu le savaient, et je crois que c'est intéressant de le dire. Bon, ils avaient un savoir-faire que Eiffel a mis à profit, et comme Bellu, et puis il savait faire les flèches, donc l'architecte a dit on va voir avec Bellu, il va s'occuper de Notre-Dame. Alors vous voyez, c'est quand même important. Entre cette époque et aujourd'hui, vous comprenez bien que les choses ne peuvent pas être pareilles. Et quand vous concevez une ferme pour être levée à la main, pièce par pièce, et quand vous concevez une ferme pour être levée à la grue, il n'y a pas tout à fait la même conception. N'est-ce pas, Basque? Voilà, on est d'accord. Alors, voilà, au niveau de la conception, j'ai voulu revenir sur cette croisée du transept où il y a des pièces extraordinaires à faire. C'est vraiment le point, ça sera le point de difficulté de cette charpente. Mais je voulais attirer votre attention. Quand vous allez sortir, là, vous vous baissez un peu et vous regardez sous la maquette, parce que si vous voyez que le dessus, vous allez être déçu après, si vous la prenez. Regardez ces pièces-là. Ça fait partie aussi du chef-d'œuvre, ça. C'est là où il y a le plus de travail au niveau du trait. C'est vrai ou c'est faux, les jeunes, hein? Bon. Qui est-ce qui a travaillé sur le tréteau? Ah, là, il y a vraiment un gros travail de trait. Alors, le trait, je n'ai pas pu te remercier, Jean-François, les charpentiers et compagnons ici présents. Il faut garder en mémoire cette tête de Jean-François Calam, qui a porté le trait au patrimoine culturel et matériel. Parce que ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui, en profite. Alors, on a su porter une technique. L'année d'après, on porte la méthode. Eh bien, vraiment, grâce à l'UNESCO, là, pour nous, ça a été quelque chose. Après, on est devenu métier d'art. Voilà. On est devenu métier d'art. Bon, la vie est extraordinaire. Ah. C'est dommage, c'était bien. Je crois qu'on vous écouterait toute la nuit. Mais mes parents m'avaient toujours dit, il ne faut jamais être dernier. J'ai compris maintenant.